Donc oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Petite présentation avant vraiment de rentrer dans le cœur du sujet de Smalt Academy. Donc je suis Clémentine, moi je fais partie de l'équipe community chez Malt. Donc je suis là pour aider à la coordination de ce Malt Academy. Et aujourd'hui, du coup, ce sera Guillaume Rémy qui animera ce Malt Academy. Donc c'est son deuxième, il fait suite au premier Malt Academy qui s'appelait Introduction au DevOps. Donc, petit rappel sur Malte pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui sont arrivées ici pour suivre ce Malte Academy. Donc, très rapidement, nous, en fait, on est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc, on compte sur une communauté de 180 000 freelances en France, en Allemagne et en Espagne. Donc, ces freelances ont la gentillesse de se rendre disponibles pour justement animer ces Malte Academy. Donc, en plus de ces sessions, on a mis en place plusieurs initiatives dans cette période un peu de crise sanitaire. Donc, notamment une page qui s'appelle Covid-19, que vous pouvez retrouver via le lien que je vous partage là sur cette slide, qui va regrouper en fait toutes les informations et aides mises en place par le gouvernement. Aussi, pour tous les freelances qui ont un profil sur Malte, je rappelle qu'on a mis en place un hashtag qui s'appelle Ready to Help, donc à positionner sur son profil, pour tout simplement indiquer que vous rendez disponible et bénévole pour des sociétés ou personnes qui chercheraient à mettre en place des services pour tous les services de santé. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs relatives à Malte, à ces initiatives mises en place, je vous invite plutôt à nous retrouver en fin de présentation. Voilà, je traiterai ces questions, mais voilà, essayez de ne pas trop polluer entre guillemets la présentation de Guillaume avec ces questions-là. Et du coup, petit focus sur les Malte Academy. Je vous mets le lien où vous pouvez retrouver tous les plannings de ceux qui vont être prévus, donc en français et en anglais. Donc, c'est sur le site malt-academy.com. Pareil, si vous souhaitez devenir speaker, nous, on continue du coup à animer ces sessions. Même, voilà, on vient de passer en période de déconfinement, mais nous, on continue ces sessions-là. Donc, on est toujours à la recherche de speakers sur différents sujets. Donc, n'hésitez pas à proposer vos talks. Et pareil, petit rappel, cette présentation est enregistrée et du coup sera disponible en replay sur le site Malt Academy et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez Malte sur la barre YouTube, vous allez trouver notre page assez facilement. Sur le fonctionnement de ce Malt Academy, vous avez des questions, vous nous entendez mal, n'hésitez pas du coup à écrire dans la petite page conversée du Zoom en sélectionnant bien tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde peut voir vos questions et sinon, vous ne nous entendez pas, vous ne nous voyez plus, n'hésitez vraiment pas à le dire du coup sur cette barre-là. Pareil pour les questions. Du coup, Guillaume a mis un petit setup en place pour pouvoir suivre vos questions en direct et continuer à animer. Et puis, voilà, moi, je pense que ma présentation est terminée. Donc, je vais laisser la main à Guillaume, je vais laisser se présenter. Et puis, pareil, je vous retrouve à la fin, du coup, si vous avez des questions sur Malte. Et je vous souhaite à tous un bon Malte Academy. Merci beaucoup. Et à toi, Guillaume, je me coupe. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce deuxième Malt Academy que j'ai le plaisir de vous proposer. Alors cette fois-ci, si vous aviez été présent au premier Malt Academy, c'était focalisé sur une introduction au DevOps. Donc on a vu vraiment de la théorie, c'était très très généraliste, sans du tout rentrer dans la technique, pour voir les principes du DevOps, comment le mettre en place, les erreurs à éviter, etc. Et donc ça avait l'intérêt d'être quand même très orienté organisationnel humain et façon de mettre en place des projets pour respecter la méthodologie DevOps. Aujourd'hui, on va plutôt voir excusez-moi, c'est le titre qui est pas bon. Aujourd'hui, on va plutôt voir les outils DevOps, donc c'est-à-dire qu'on va aller voir plus dans la technique quels outils en DevOps nous allons utiliser pour appliquer tout ce qu'on a vu dans la théorie du premier Malt Academy. Donc, je me présente pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, je m'appelle Guillaume Rémy et je suis consultant et formateur en DevOps. Donc, je suis consultant dans les entreprises pour apporter mon expertise de lead DevOps pour organiser les équipes ou mettre en place des méthodologies DevOps. Donc, je vais depuis vraiment l'audit initial
depuis l'analyse du projet existant jusqu'à la mise en place des nouvelles architectures, des nouvelles méthodologies, de la migration des projets vers les bonnes pratiques DevOps. Donc, je vais vraiment tout de bout en bout pour transformer, pour faire la transformation DevOps d'une entreprise. Et à côté de ça, j'ai aussi mon propre organisme de formation pour pouvoir proposer des formations en DevOps et aussi en programmation web, qui s'appelle Calibre Info Formation. Pour ceux qui ont vu mon post sur les réseaux sociaux, vous avez dû le remarquer aussi. Je vois un commentaire, on voit toujours deux écrans à presque la même taille. Attendez, je vais essayer de corriger ça. Bon, ça devrait aller maintenant. Excusez-moi, je vérifie juste que ce soit bon avant de lancer. Voilà, là ça devrait être bon, vous voyez un écran. Ok, c'est bon. Désolé. Donc, voilà, j'effectue ces deux activités, donc vraiment formateur et consultant en même temps, pour avoir vraiment un pied dans les deux domaines. C'est toujours intéressant de garder les deux. Et dans ce Math Academy, on va aller se focaliser sur un peu plus les outils DevOps. Donc les outils DevOps, c'est-à-dire techniquement, comment on va mettre en place les méthodologies DevOps qu'on avait vues dans le premier Math Academy, comment on va respecter les 3 principes DevOps que je vous avais énoncés, qu'on va juste résumer rapidement au début. Et donc, du coup, je vais pouvoir vous présenter des outils open source utilisés par la communauté, par toutes les personnes qui veulent implémenter du DevOps pour tout simplement automatiser les tests, faire des déploiements automatisés, créer des artefacts de façon automatisée, etc. Donc, premièrement, la définition du DevOps. Donc ça, je la rappelle juste, hein, c'est un résumé de la dernière fois. Donc, je rappelle que le DevOps était apparu en 2007. Ça a été créé par 2 personnes aux États-Unis et ils ont vraiment propagé le mot et c'est arrivé en France pas longtemps après. Il y a plusieurs figures bien reconnues dans le DevOps comme Jane Kim et Jess Humble qui sont vraiment des porte-parole du DevOps et qui ont participé à la fondation du DevOps. Ils sont en partie les auteurs de la Bible du DevOps qui s'appelle DevOps Handbook. Et, ils publient régulièrement des nouveaux livres très intéressants. Je vous invite à consulter, à les lire si le sujet vous intéresse. Et je voulais juste finir l'introduction sur la définition par ce que nous dit Wikipédia sur le DevOps, parce que la partie intéressante de Wikipédia, c'est que c'est très condensé. Donc du coup, quand on va avoir vraiment un résumé très court, on voit que le DevOps, c'est un mouvement en ingénierie informatique et pratique technique visant à l'unification du développement logiciel, donc les développeurs, et de l'administration des infrastructures informatiques, donc les opérationnels. Donc le DevOps, c'est vraiment ça, c'est l'unification et la synergie, même je dirais, entre ces deux mondes. Donc ça va impliquer d'accélérer la livraison des projets, ça va impliquer aussi de mieux satisfaire les besoins des clients, parce que maintenant, dans un monde où il faut toujours aller de plus en plus vite, où la technologie évolue vraiment très vite, qu'il faut le plus possible répondre aux besoins du client parce qu'il y a beaucoup de concurrence, le DevOps, il a vraiment tout son sens et il permet d'être plus efficace dans ce contexte-là. On va aussi passer d'une orientation fonctionnelle à une organisation orientée marché. Donc, organisation orientée marché fonctionnelle, j'ai un slide après pour vous le présenter. Mais concrètement, pour résumer, le fonctionnel, c'est qu'on a des silos de compétences. Donc, typiquement, l'équipe de base de données, l'équipe administrateur système, par exemple. Et on a comme ça des silos qui sont créés à chaque fois qu'on veut toucher à un des éléments techniques. Il faut faire appel à l'équipe qui correspond. Du coup, c'est pas très optimal. En fait, on s'est rendu compte, grâce à ce que le DevOps a analysé, que ces silos-là ne sont pas efficaces. Et du coup, en DevOps, on va plutôt passer une organisation orientée marché. Et dans une organisation orientée marché, en fait, on a plus ces silos-là et on a vraiment des équipes orientées produits. Le but, en fait, c'est en interne ou en externe, fournir des services. Donc en fait, on va être comme dans un marché, on a des stands avec notre service, on a une équipe autour du stand qui fournit le service et chacun va se servir où il a besoin. Donc c'est vraiment de la fourniture de services en interne ou en externe. C'est pour ça que ça s'appelle orienter le marché. On va aussi gérer plus efficacement les tâches non planifiées. Voilà, donc le but, je l'avais présenté ce slide aussi dans le dernier Math Academy. En fait, quand on n'est pas familier encore avec le DevOps et qu'on entend parler d'automatisation, parfois on pense que quand on veut automatiser, en fait, c'est comme ce qui est montré dans la réalité ici. En fait, on veut automatiser, donc on va commencer à écrire du code, on va débugger ce qu'on a écrit qui permet d'automatiser.
Et à chaque fois, on va repenser, recréer tous nos scripts qui permettent d'automatiser. Et au final, on passerait plus de temps à créer nos scripts et à automatiser nos process, à automatiser notre fonctionnement, plutôt qu'à vraiment faire notre tâche originale qui avait été demandée. Donc, nous, en DevOps, on ne veut surtout pas arriver à ça, bien sûr. Le but, c'est de gagner du temps, c'est pas de perdre du temps à créer des nouvelles choses, c'est à créer des nouveaux process. Donc, on va plutôt essayer d'amener à ce que la théorie nous énonce sur l'automatisation. Donc, on va passer un peu de temps au début, c'est vrai, plus de temps que d'habitude, pour mettre en place toute cette méthodologie qui est primordiale. Et après, on va gagner beaucoup de temps sur toute la suite. Et là, ces graphiques-là reflètent uniquement le temps qu'on gagne. Mais en vrai, on va aussi gagner beaucoup de qualité de code, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément visibles, mais qui bénéficient beaucoup à la qualité du projet et du coup à la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on remet au client. Donc là, le slide dont je parlais tout à l'heure pour l'organisation orientée fonctionnelle ou marché. Donc ici, on voit qu'à gauche, on a l'organisation orientée fonctionnelle. Donc on a vraiment les silos, l'équipe des serveurs, l'équipe du réseau, l'équipe base de données, l'équipe VM. Et en fait, à chaque fois que les équipes, on va dire produits, qui créent le produit final pour le client, quand les équipes produits ont besoin de certains des éléments, en fait, elles vont les demander aux différentes équipes et le ticket qui consiste à demander des opérations en interne vont aller circuler en fait entre toutes les équipes et vont se perdre dans les méandres de ces différents silos. Et c'est ça qui nous fait perdre du coup beaucoup en visibilité sur ce qui se passe vraiment dans le process et dans les équipes et qui nous fait du coup perdre beaucoup de temps sur le résultat final. Et le plus grave, c'est que ce qui arrive à l'utilisateur à la fin, en fait, on remarque que personne dans tous ces silos-là, même pas l'équipe produit qui génère la feature, personne n'a de visibilité sur ce que l'utilisateur il a vraiment reçu au final. Donc ça, c'est très grave. C'est pour ça qu'on passe plutôt à cette organisation orientée marché, où chaque équipe est une équipe service en interne et permet de fournir des services aux équipes produits. Et l'utilisateur final, il a un produit qui a été vraiment produit en connaissance de cause et qui n'a pas fait des allers-retours dans les méandres de l'entreprise. Juste, je vais finir ce petit rappel des principes théoriques DevOps avec ces trois principes fondamentaux. Donc, les trois principes fondamentaux du DevOps, je le rappelle pour ceux qui étaient là la dernière fois, il y a l'optimisation du flux de développement, le fait de faire du system thinking. Donc, on va aller le plus rapidement possible aller du développement jusqu'à l'opérationnel. Donc, le plus rapidement, c'est-à-dire que quand on a un bug à corriger ou une nouvelle fonctionnalité à développer, il faut que depuis le moment où le développeur a commencé à travailler dessus et le moment où ça arrive en opérationnel, en production et visible par les utilisateurs, il faut que ce soit le plus rapide possible et que la qualité soit conservée pendant tout ce temps-là. Deuxième principe, c'est l'amplification des boucles de retour, c'est-à-dire que c'est bien d'amener rapidement dans l'opérationnel, mais si on n'a aucune visibilité au final sur la vie de notre application une fois qu'elle est en production, bah, ça n'a aucun sens, puisque ok, on va très vite en production, mais après, si on ne sait pas ce qui se passe et qu'il y a des problèmes, pour les corriger, ça va encore passer par des méandres compliqués pour arriver jusqu'aux développeurs qui, eux, pourront corriger le problème. Donc, il faut vraiment que cette boucle de retour qui permettent d'avoir du retour sur ce qui se passe en production pour les développeurs soit vraiment optimisée et la plus rapide possible. Et dernière chose, ça c'est la partie humaine qui est vraiment, je dirais même la partie la plus importante des trois principes fondamentaux, c'est la culture de l'expérimentation et de l'apprentissage continu. Parce que le but, c'est vraiment, en fait, un système, je l'avais présenté au dernier Math Academy, en fait, quand on injecte volontairement des erreurs dans le système, quand par exemple on met à l'arrêt des serveurs manuellement, alors que ces serveurs sont censés tourner pour le fonctionnement de l'application, ça nous permet de détecter des problèmes, de vérifier la robustesse de notre application, de voir si elle résiste à ces arrêts ou pas. Et du coup, c'est pour ça que pour que notre système soit vraiment le plus robuste possible et résiste à tout ce qui peut lui arriver, il faut vraiment expérimenter, faire des tests le plus souvent possible et privilégier l'apprentissage continu pour que chaque personne dans toutes les équipes soit vraiment emmenée à continuer à apprendre le plus possible tout le temps pour à chaque fois apprendre des erreurs qu'on a constatées pour ne pas les refaire, etc. et être toujours meilleur en qualité.
Voilà, ça c'était vraiment la théorie en rappel rapide de la dernière fois. La dernière fois, j'ai passé plus d'1 heure, donc là, ça a été vraiment très résumé. Du coup, ce Math Academy, il va se concentrer vraiment sur les outils DevOps. Donc là, on va passer à la technique. Donc, je vais parler de l'intégration continue et du déploiement continu. On va voir avec GitLab comment on fait pour déjà faire de la gestion de projet en utilisant les issues, les merge requests, etc. dans GitLab. Et après, on verra ensuite comment on va utiliser Docker pour automatiser notre intégration continue en créant des images Docker, en les déployant de façon automatisée. Et en dernier chapitre, on verra Ansible pour aller automatiser les communications avec les différents serveurs, pour automatiser les déploiements depuis un serveur quelconque, depuis l'endroit où est stockée notre application, jusqu'aux serveurs qui vont vraiment pouvoir la fournir en production. Donc l'intégration continue. Déjà, qu'est-ce que l'intégration continue? Alors l'intégration continue, c'est la publication d'un artefact dans un référentiel donné. C'est-à-dire que dans le process d'intégration continue, en fait, on va aller faire beaucoup de choses qui permettent, à partir d'un code source que les développeurs ont créé, d'avoir à la fin une archive ou quelque chose qui soit exécuté en production, qui puisse être utilisé. Donc avant de faire ça, ça passe par beaucoup d'étapes. Il y a la phase de test, la phase de compilation et beaucoup de choses qui permettent de rassembler différentes briques nécessaires pour que le produit fonctionne. Ça, c'est l'intégration continue. À la fin de l'intégration continue, on a une archive, on a quelque chose qui peut être exécuté. Il est quelque part, il n'est pas déployé. Il n'y a pas un endroit où il est accessible en visibilité, il n'est pas exécuté. Par contre, il est stocké à un endroit pour qu'on puisse le déployer après quand on veut. Et c'est pour ça qu'on a le deuxième penchant, le déploiement continu, donc la CI. Le déploiement continu, c'est le principe de prendre cet artefact qu'on avait créé avec la CI et de le déployer du coup sur un serveur quelconque, dans un environnement, ça peut être de développement, production, pré-production, etc. Donc, il faut toujours penser à cette différence entre ces deux choses, et c'est représenté souvent, vous avez peut-être déjà vu cette fameuse image de la boucle infinie qui représente le DevOps. On peut commencer par où on veut, en fait, quand on veut analyser cette boucle. Là, je vais commencer par exemple par le déploiement. Tiens. Donc, on déploie notre artefact qu'on a vu tout à l'heure, on déploie notre artefact en production, par exemple. Donc, une fois qu'il est déployé, on va faire des tests pour vérifier que le déploiement s'est bien passé, que tout fonctionne correctement. Ensuite, on va superviser ce qui se passe pendant que l'application tourne en production. Donc ça, c'est aussi un aspect important. La supervision, c'est ce qui nous permet de respecter le deuxième principe DevOps, d'avoir un retour le plus rapide possible à l'utilisateur. Et ensuite, le feedback, c'est-à-dire comment on fait un retour aux développeurs des résultats de supervision. Donc le plus souvent, c'est des alertes, des notifications sous forme d'alerte, par email par exemple, ou Slack ou autre chose, aux développeurs pour qu'ils puissent voir s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut dans la surveillance. Suite à ça, on peut constater certaines améliorations effectuées dans le code. Donc, on va planifier, grâce à la planification, on va planifier une nouvelle opération. Donc, développement d'une fonctionnalité ou correction d'un bug. Ensuite, on va compiler notre développement. On va aller le tester, toujours grâce au test unitaire. Ensuite, on va vérifier la qualité du code. Et ensuite, on va aller le stocker. Donc, on va stocker l'artefact qu'on vient de créer quelque part. Et grâce à l'infra as code, donc ça on va voir après en quoi ça consiste, ce sera la partie Ansible. Grâce à l'infra as code, on va pouvoir redéployer à nouveau cette nouvelle version sur les serveurs. Donc là on a une boucle, c'est vraiment la boucle infinie qui fait que notre système il est en amélioration constante et il ne s'arrête jamais. Ici, juste en bas du slide, vous pouvez voir qu'on a un pipeline qui est représenté. Donc ça c'est typique d'un pipeline standard. On peut y retrouver pas mal d'étapes qu'il y a dans la boucle. La compilation qu'on retrouve ici, les tests qu'on retrouve ici, la qualité qu'on retrouve là, le code quality job, le package job qui en fait est le stockage, et ensuite les jobs deploy qui sont les jobs qui cumulent l'infrastructure as code et le déploiement. Et en dernier, performance job, qui sont en fait les tests finaux juste avant la supervision. Donc là, on voit vraiment le pipeline qui reflète les bonnes pratiques DevOps. N'hésitez pas à poser des questions sur le fil pendant que je présente, pour que j'y réponde au fur et à mesure, sinon j'y répondrai de toute façon à la fin. Donc là, on a un exemple de cycle de déploiement standard.
de développement standard, pardon. Donc, quand on développe, en fait, ici, on représente en bas 2 développeurs et un manager. Donc, le développeur, il va aller, le ou les développeurs vont aller envoyer leur code source sur un certain serveur qui héberge le code source, hein, tout simplement. Et grâce à l'intégration continue, le serveur qui héberge ce code source, il va régulièrement faire exécuter des tests. Donc, il va exécuter des tests sur les commits, donc ça s'appelle des commits, hein, si on utilise Git, sur les différentes versions du code source qu'on a envoyé. Il va aller faire des tests et nous dire si ça a échoué ou si ça a été un succès. Et grâce à ça, on peut même notifier en direct les échecs des tests, par exemple, aux développeurs. Comme ça, ils viennent de développer quelque chose, mais ils voient par email tout de suite, enfin, quelques minutes après, que ce qu'ils viennent d'envoyer en fait, a un problème et ils peuvent le corriger largement avant que ça arrive en production. Alors j'ai une question, la MOA n'est pas appliquée dans ce process. Alors MOA, ça veut pouvoir dire plusieurs choses dans différents domaines. Est-ce que vous pouvez détailler l'acronyme, s'il vous plaît? MOA, je vois pas là ce que ça peut être, ça va pouvoir dire. Ah, maîtrise d'ouvrage. Si, en fait, c'est dans la maîtrise d'ouvrage, ça va être dans la partie planification et dans vraiment la gestion d'équipe qu'on va avoir. Et en fait, comme on est dans l'esprit agile, en fait, le DevOps, ça utilise la méthode agile. Hein, et le DevOps, en fait, on peut voir ça même comme une application de la méthode agile à la technique dans les projets informatiques. Donc, maîtrise d'ouvrage, il y en a quand même. Et on a des Scrum Masters, des Product Owners, comme dans la méthode agile, qui nous permettent de gérer ces projets-là à haut niveau. Ensuite, dans l'intégration continue, du coup, on va commencer par détailler le process d'intégration continue. Donc, si on reprend le pipeline que j'ai montré tout à l'heure avec la boucle infinie, là, on va prendre la première partie qui correspond à la CI, où on fait la compilation, on fait des tests, on vérifie la qualité et on package notre application pour en faire un artefact. Voilà. Donc, il faut d'abord planifier le développement grâce à la méthode Scrum. Donc, là, je reviens à la méthode d'Agile dont je viens de parler. On va compiler, intégrer le code, tester, mesurer la qualité et gérer les livrables. Voilà. Donc, on va commencer à faire ça. Une chose intéressante, enfin une chose à savoir, quand on veut utiliser, quand vraiment on veut se mettre dans cette méthodologie DevOps, il faut privilégier ce qu'on appelle le trunk-based development. Alors, c'est quoi le trunk-based development? C'est le fait de tout centraliser sur une seule branche quand on est sous Git. Pour ceux qui sont familiers avec Git, on va aller, par exemple, utiliser la branche dev ou la branche master pour centraliser tous nos développements. Ça ne veut pas dire que tout le monde va développer sur cette branche directement. Ça veut dire que toute modification qui va aller en production va se retrouver à la fin sur une seule et même branche. On ne va pas avoir la distinction, une branche master pour aller envoyer en production, une branche PPD pour envoyer en pré-prod, une branche dev pour envoyer en environnement développement. On ne va pas avoir ça, on va être en trunk-based développement, on n'aura que la branche master ou dev par exemple, et tout ce qui sera sur cette branche-là va spécifier vraiment ce qui se passera sur tous les environnements. Ça ne veut pas dire que tous les environnements seront pareils, hein, parce qu'en dev, forcément, on va avoir des versions plus récentes que, par exemple, que sur les autres environnements pour pouvoir faire des tests. Mais dans cette même branche, on va détailler ce qu'il y aura sur chacun des environnements par des variables en fait et des comportements différents. Mais du coup, on va pouvoir avoir un seul référentiel et une seule branche pour tout voir. Aussi, du coup, ça implique que ce code source il va être disponible sur un seul dépôt central. Donc, le plus souvent, c'est Git. Hein. Maintenant, c'est de plus en plus rare de voir des subversions, hein, mais ça arrive encore. Donc, on va plutôt nous privilégier Git, hein, bien sûr. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle un orchestrateur. Un orchestrateur, c'est un outil qui va permettre, à partir de ce code source qui est sur Git, par exemple, de pouvoir exécuter les tests en mode intégration continue et de pouvoir créer les artefacts et même faire le déploiement. Donc, si on revient au slide qu'il y avait tout à l'heure, celui-là, là, le serveur ici, le Continuous Integration Server, en fait, c'est le serveur qui héberge cet orchestrateur parce que c'est lui qui récupère les modifications qui ont été faites sur Git et qui effectue les tests à chaque fois et qui peut faire les déploiements aussi. Alors, en orchestrateur, tout simplement, on en a beaucoup en fait, d'outils qui existent qui font ce travail-là.
Les plus connus que je vais citer maintenant, c'est le Jenkins et GitLab CI. C'est actuellement ceux qui sont le plus en vogue et les plus utilisés, mais bien sûr, il n'y a pas que eux, il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi de qualité, hein. La TeamCity, Azure DevOps, maintenant il y a GitHub Actions aussi, donc c'est la partie CI proposée par GitHub, intégrée à GitHub. Il y avait aussi Bitbucket Pipelines aussi, qui permet de faire dans Bitbucket des pipelines d'intégration continue aussi. SonarCube, on va en parler après. On va aborder SonarCube après. C'est pas dans la partie orchestrateur, c'est plus dans la partie test, vérification de qualité du code. Donc là, bon, j'ai juste mis une petite capture d'écran du Jenkins parce que après, là, si on voit à quoi ça ressemble Jenkins, là, je vous montre un exemple d'intégrateur. Il va y avoir pas mal de partage d'écran. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon, il y a un peu de délai, mais c'est bon. Donc là, on voit un Jenkins. Donc là, tout simplement, si on va à la page d'accueil, ici, on a un tableau de bord qui représente voilà, donc ça, c'est un Jenkins que j'ai en local sur une machine virtuelle hein, pour la présentation. Là. On regarde le tableau de bord et on voit qu'il n'y a qu'un seul job pour l'instant, mais on peut en avoir autant qu'on veut. On voit le statut des jobs, etc. Donc c'est vraiment un tableau de bord qui nous montre comment la CI se passe en globalité sur tous les projets qu'on aura configurés dedans. Et donc quand on configure un job, donc, une tâche de CI/CD, on a vraiment beaucoup d'options, on peut faire beaucoup de choses et on peut même mettre des scripts pour exécuter différentes commandes à la main, etc. Donc c'est vraiment un orchestrateur très complet. Alors Jenkins, il fonctionne beaucoup par plugin. Donc on peut installer, il y a des milliers de plugins disponibles pour Jenkins. Donc, pour presque tout ce que vous voudrez faire, vous pourrez trouver un plugin Jenkins. Ouais. Concernant du coup les autres orchestrateurs, il y a GitLab CI qui est beaucoup en vogue aussi en ce moment, fonctionne un peu de la même façon, sauf que GitLab CI il est intégré forcément à GitLab, donc pour avoir GitLab CI, il faut que le code il soit sur GitLab, donc soit gitlab.com, soit un GitLab ce qu'on appelle on-premise, hein, en local dans l'entreprise. C'est open source, hein, donc c'est possible d'avoir son propre GitLab. Et du coup, le GitLab CI permet à l'intérieur d'un GitLab de pouvoir exécuter aussi des pipelines de la même façon. Donc là, je voulais aborder les tests maintenant. Après, je vous montrerai en live comment le pipeline se déroule. Donc, l'orchestrateur, quand on va faire un nouveau commit sur Git, donc quand on va publier notre code sur le GitLab ou sur un dépôt Git quelconque, il va aller automatiquement lancer les tests. Donc, il va essayer de trouver les erreurs. Ça va nous permettre de trouver les erreurs plus facilement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, comme c'est exécuté vraiment à chaque itération, chaque fois qu'on fait un commit sur le serveur, ben, du coup, on peut très vite s'apercevoir du problème largement avant que ce soit déployé ou que ce soit. Ça permet aussi de sécuriser la maintenance, parce que du coup, comme il y a des tests qui sont faits, dès que quelqu'un essaie de committer quelque chose sur le dépôt qui n'est pas conforme à ce qu'on attend, ça peut être rejeté automatiquement tout de suite. Ça évite que des choses non conformes arrivent jusqu'à la production. Et dernière chose, ça permet aussi forcément de documenter le code. On peut même, dans le pipeline, automatiquement générer le code à partir des commentaires qui sont mis dans le code source. Donc, ça peut aussi avoir un gros avantage. Donc, pour mesurer la qualité du code, donc là, c'est là que je parle de SonarCube. Effectivement, SonarCube, c'est vraiment le leader dans ce domaine-là. Parce qu'en dehors de faire des tests, c'est intéressant de voir en soi si le code source il est de bonne qualité. Donc là, c'est pas en faisant un test sur le fonctionnement de telle classe, de tel composant ou quoi que ce soit, c'est vraiment en regardant de façon vraiment très précise le code source et en soulevant des erreurs de potentielles mauvaises pratiques sur les syntaxes, sur le nom des variables, sur beaucoup de choses. Donc SonarCube, c'est le leader dans ce domaine-là. Le principe de SonarCube, c'est qu'on a un serveur SonarCube qui reçoit les demandes d'analyse de code et c'est lui qui effectue l'analyse en fait et qui donne son retour qui peut être interprété par les orchestrateurs de CI. Donc on va vraiment vérifier beaucoup de choses avec cette qualité de code. Alors pour la réponse, est-ce qu'on pourra avoir les slides? Oui, je vais les envoyer en PDF à la fin du Math Academy, donc il n'y a aucun souci, vous les aurez.
Donc cette étape, elle va vraiment nous permettre de vérifier les vulnérabilités au sein du code, la couverture des tests. Alors la couverture des tests, c'est quoi pour ceux qui n'étaient pas là au dernier Malta Academy? La couverture de tests, c'était de vérifier en fait par rapport à tout notre code source, quel pourcentage du code source n'est pas couvert par nos tests, n'est pas exécuté lorsqu'on exécute nos tests. Parce que du coup, si on a une couverture de test médiocre, c'est-à-dire que si on est en dessous des 90% pour notre couverture de test, en fait, même si nos tests passent, ça ne nous garantit pas que le code est de bonne qualité, puisqu'il y a, une grande partie qu'on n'a pas testée. Donc SonarCube nous permettra, enfin les outils de qualité de code nous permettront aussi de trouver les code smells, c'est-à-dire les mauvaises pratiques en fait dans le code, ou alors les choses qui intègrent trop de complexité dans le code, et du coup quand on a une complexité trop élevée, on a des problèmes de maintenance du code. Si quelqu'un d'autre reprend le code plus tard, ou si même nous-mêmes on reprend son propre code quelques semaines, quelques mois après, on aura de la difficulté à le maintenir. Donc il faut aussi que ces utilitaires de qualité de code nous relèvent ces problèmes-là. Et ça va aussi nous montrer la duplication de code, parce que c'est toujours mieux de ne pas dupliquer son code, hein, parce que s'il est dupliqué, forcément, quand on va le modifier à un endroit, on oubliera de le modifier à l'autre endroit. Donc il faut ne pas dupliquer le code, donc ça vérifie ça aussi. Donc, dans l'exemple que je vais vous donner, moi, ce sera CodeClimate que je vais utiliser. Pourquoi pas SonarCube? Parce que ça demande de mettre en place un serveur. Et là, comme je voulais faire au plus simple, parce que ce Malta Academy ne dure pas 3 heures, je vais utiliser CodeClimate et vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a vérifié cette qualité de code, on va aller gérer les livrables. Donc gérer les livrables, c'est quoi? C'est la partie artefact, la partie stocker les artefacts quelque part. Donc ça, c'est très vague, hein. Stocker quelque part, ça peut être vraiment très, très vaste. Chaque entreprise a ses propres pratiques pour cette partie-là. La plupart, quand même, qui sont dans les bonnes pratiques, vont utiliser Nexus Artifactory ou le repository intégral GitLab. En fait, GitLab, je vais en parler très souvent parce que GitLab se veut vraiment complet et suffisant à lui seul. En fait, il y a vraiment tout qui est intégré. On peut stocker des images Docker dedans, on peut stocker des archives, des artefacts. On peut faire du monitoring avec. Pardon, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc il y a aussi GitLab qui permet de gérer ces livrables. Maintenant, Artifactory, avant c'était payant uniquement Artifactory. Depuis un moment maintenant, Artifactory a une version open source. Donc c'est un bon choix Artifactory parce que du coup, on héberge un serveur Artifactory dans l'entreprise et on peut du coup, grâce à ce serveur-là, faire tampon sur toutes sortes de dépôts de paquets. Par exemple, quand on fait une mise à jour sur un Linux avec apt-get update, pour ceux qui connaissent Ubuntu ou Debian, on peut, avec Artifactory, faire en fait une passerelle vers ces gestionnaires de dépôts pour utiliser Artifactory au lieu d'utiliser les dépôts publics. Du coup, il y a une gestion de cache qui est faite, etc. On peut fournir des paquets supplémentaires, donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses en plus que juste stocker ces artefacts des projets. Donc c'est vraiment très souvent utilisé ces outils-là en entreprise. Là, en capture d'écran, c'est la petite page de Artifactory qui s'affiche quand on lance Artifactory le temps qu'il s'initie. C'est une petite image de nous. Et voilà, c'est vraiment, il faut savoir qu'il y en a plusieurs de possibles. Docker Web, en fait, c'est le stockage d'images Docker publiques. J'en parlerai quand j'aborderai Docker. Donc c'est juste ça qu'il faut savoir sur la partie CI. Je lui dis juste une question. Si une feature risque de prendre plus de 2 semaines, par exemple, mais qu'elle est tout de même commit tous les jours sur Matter, comment faire pour déployer une version en prod sans avoir commit d'une feature qui ne serait pas terminée? Ça, tout simplement, c'est le principe de gestion des branches. J'ai dit qu'il fallait être trunk-based, pour utiliser une seule branche pour les déploiements sur les environnements. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser des branches de features. Les branches de features, c'est justement quand on veut développer une feature qui n'est pas encore destinée à se retrouver dans les versions finales, de les faire sur une branche vraiment séparée. Et du coup, on peut très bien continuer à faire vivre la branche principale sans que cette feature y soit intégrée. Le principe, c'est vraiment ça, c'est une branche par feature, effectivement.
Donc maintenant, on va voir en application comment on gère un projet sur GitLab. C'est l'exemple GitLab, mais ça marche pour tout. Pourquoi GitLab? Parce qu'en fait, comme j'avais dit tout à l'heure que GitLab vise à vraiment intégrer tout pour la gestion du projet de A à Z, depuis la création des issues, les boards, les sprints agiles, jusqu'au déploiement sur les serveurs et le monitoring. On peut le faire du coup, faire la gestion des projets sur GitLab. Donc là, je vais vous montrer juste un exemple qui est tiré d'un exemple pour Spring, donc c'est du Java. Je vous rassure, on ne va pas coder en Java, mais c'est un beau projet exemple parce que du coup, on va voir pourquoi, parce qu'il intègre pas mal de choses. Hop. Alors, on va aller sur le bon projet. Donc là, on est sur gitlab.com ici. À côté, j'ai mon GitLab personnel, en prémisse. Je vous montrerai la différence entre les deux après. Bon, après, il y a des différences de licence, de fonctionnalités qui sont accessibles ou non, selon qu'on est en payant, version payante ou pas. Donc, ça, après, ce sera à vous de regarder si ça vous intéresse. Savoir que là, je suis dans la version gratuite. Donc, tout ce que vous verrez là, c'est ce que vous pourrez voir avec une version gratuite. Donc là, voilà, c'est ce projet-là, le projet exemple, donc, qui s'appelle Spring Pet Clinic Microservices. Donc, c'est en fait un projet qui nous permet de gérer une clinique vétérinaire, par exemple. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, ici, on a un schéma d'architecture, donc on marche par microservices. Les microservices, je le rappelle, c'est vraiment important parce que ça nous permet de développer des fonctionnalités vraiment en étant indépendant des autres briques du logiciel. À l'inverse d'une application monolithique où tout est dans un seul bloc et que dès qu'on fait une modification, on ne sait pas l'impact sur les autres, le développement microservice permet d'être vraiment indépendant et de communiquer entre les composants par API. Donc là, cet exemple-là est dans cet esprit-là. Voilà, il y a même les métriques qui sont mises en place, etc. Et il est fait pour fonctionner avec Prometheus et Grafana, donc ça, on en parlera. On n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être dans une prochaine Malta Academy, on ne sait jamais. Mais là, on n'en parlera pas parce que c'est la partie monitoring. Et la partie monitoring, ce n'est pas encore abordé aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Du coup, si je vais dans la partie gestion de projet. Donc, je reviens à mon thème, on voulait gérer le projet. Donc en fait, on a le système des issues sur GitLab où on crée une issue. Donc on peut créer, comme on crée des post-it sur un tableau Kanban, on peut vraiment créer une nouvelle issue. Et là, j'ai du coup deux exemples. Une epic et une user story. Donc ça, c'est vraiment dans l'esprit méthode agile. Une epic, c'est vraiment l'epic dans le sens agile. Donc si j'ouvre l'epic dedans, vous voyez que j'ai mis différentes tâches. Donc ça, c'est l'avantage aussi. On peut cocher ou décocher des tâches, c'est pris en compte à la volée. Et il suffit, quand on écrit la description, il suffit juste de l'écrire comme ça. Donc c'est vraiment facile. Et du coup, quand on a créé cette épique, on a défini qu'il nous fallait 6 tâches. Donc chacune des sous-tâches, en fait, donc la création des vétérinaires, recherche des vétérinaires, etc., ça va être chacune une user story. Donc c'est pour ça que quand on retourne, quand on retourne dans les issues, ici, on voit qu'il y a une user story suppression du vétérinaire qui a été créée et elle a été intégrée dans le sprint 1. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité, c'est la gestion des sprints. On peut gérer même les sprints agiles. Ici, hop, suppression du vétérinaire. Et du coup, on va vraiment, là, c'est toutes les issues qui sont encore ouvertes et qui sont intégrées dans le sprint. Si on va voir dans Milestone maintenant, donc Milestone, c'est là qu'on retrouve justement les différents sprints. Et là, on retrouve du coup un burden chart carrément qui permet de voir ce qui a été fait. Donc là, comme c'est que un exemple, il n'y a pas trop d'évolution, ça ne bouge pas beaucoup. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire comme ça. Et on a même du coup nos 3 fameuses colonnes des tableaux Kanban classiques. Donc on a les tâches qu'on n'a pas commencé, les tâches qui sont en cours et les tâches qui sont terminées. Ah, j'ai une remarque intéressante sur le trunk-based development. Alors, je vais y revenir du coup rapidement. Le trunk-based, effectivement, c'est vraiment, ça rejoint effectivement, oui, je n'ai pas détaillé, mais quand on fonctionne en trunk-based, on va committer le plus souvent possible. Effectivement, c'est lié avec, on commit le plus souvent possible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut committer dans la branche principale tous les jours non plus. Ça dépend de la fonctionnalité, en fait. C'est sûr que, comme on est dans l'esprit justement DevOps, si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le premier Malta Academy, j'avais dit qu'il faut séparer les tâches en plus petits éléments possibles. Il ne faut pas qu'on ait une tâche à faire qui nous dure 3 semaines.
Il faut vraiment avoir des tâches les plus petites possibles. Et du coup, pour chacune de ces tâches, on va créer une branche feature. Donc effectivement, en théorie, la branche feature, elle ne va pas vivre longtemps et elle sera potentiellement fusionnée avec master très vite dans la journée. Parce que les tâches elles sont réduites au minimum. Mais l'esprit, c'est vraiment ça, c'est qu'on crée une branche pour chaque feature et on utilise une seule branche pour centraliser toutes les features qui auront été validées. Alors, je reviens à ce que je disais là. Donc, les issues, donc là, on les revoit. Et une chose intéressante, bon, ça, c'est purement une fonctionnalité GitLab, mais on voit qu'on a ici une issue qui s'appelle Job Failed, qui a été créée là. Si on va dessus, voilà, elle nous dit juste qu'il y a une issue qui a été créée et qu'elle a eu le label bug. Et intéressant, on voit qu'il y a une merge request associée à ça. Donc, une merge request, en fait, quand on clique dessus, une merge request, c'est tout simplement une requête pour justement merger la branche dans laquelle on travaille vers la branche principale. Donc là, c'est master en l'occurrence. Et ici, automatiquement, cet issue qui est lié à la merge request va faire en sorte que quand on aura mergé notre code avec la branche master, ça va automatiquement fermer l'issue qui lui est relié. Donc ça, c'est vraiment une partie d'automatisation assez pratique pour la gestion des projets. Ça évite d'avoir des post-it sur un mur à déplacer tout le temps. Bon, alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'avoir un tableau visuel. Ça, après, c'est l'attrait vraiment du management visuel. C'est important d'en avoir, à mon sens. Ça, c'est mon avis personnel. Chacun son propre avis dessus. C'est important d'avoir aussi un tableau de management visuel où sur un mur, on peut suivre visuellement ce qui se passe. Même si on peut avoir l'équivalent en informatique avec les tableaux Kanban informatisés comme Jira et autres, c'est bien d'avoir les deux. C'est complémentaire, en fait. Du coup, voilà, c'était pour vous montrer ces fonctionnalités là, vraiment pour la gestion des projets. Ah oui, ce que je voulais dire en plus, c'est que quand on a un pipeline qui échoue, donc là, je vous montre un pipeline qui a échoué. Donc typiquement, on a un job d'intégration continue qui a échoué. Je ne sais pas, celui-là par exemple. Voilà, en fait, on peut directement cliquer sur New Issue ici, et c'est là que ça va nous créer. On va le faire. Ça nous crée automatiquement l'issue qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ça nous dit quel job est lié à ça, ça nous le met en titre, et en fait, après, on peut créer une merge request à partir de ça, et du coup, nous créer tout seul la branche sur laquelle on va travailler pour corriger ce bug-là. Et après, quand on mergera la branche, ça va fermer cette issue automatiquement. Voilà. Alors, c'est comme si ça remplaçait Jira. Une question, effectivement, on va pas. Pour moi, non, ça ne remplace pas Jira. C'est vrai que ça dépend de la complexité du projet et surtout du nombre de personnes qui sont dans le projet. C'est sûr que si c'est un projet de 1 ou 2 ans de durée où il y a 2 ou 3 développeurs dessus, à mon sens, GitLab il peut tout faire pour gérer ce projet-là sans aucun autre outil extérieur. Par contre, quand on est dans un contexte de grande entreprise où il y a des dizaines, centaines de projets à gérer en parallèle avec potentiellement des dizaines de développeurs dans chaque projet, là, on va atteindre les limites de GitLab quand même. Il faut savoir que dans les versions pro de GitLab payantes, c'est vrai qu'il y a des fonctions en plus, mais même en fait Jira, quand même, comme c'est un outil dédié à ça, forcément, Atlassian, c'est l'éditeur de Jira, ils se sont focalisés sur uniquement ça, c'était leur but dans cet outil. Donc, on a vraiment un étendue de fonctionnalités et surtout, ce qui est important en plus, c'est qu'on peut mettre des plugins aussi. On peut fonctionner avec des plugins dans Jira et avoir du coup un étendue de fonctionnalités presque infini. Donc, il y a des moments où on va être obligé quand même d'utiliser plus Jira que GitLab. Mais pour les projets classiques, on va dire, et pas très lourds, GitLab convient parfaitement. Alors, il faut gérer les tâches Jira et GitLab en même temps. Oui, c'est ça le problème, c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne faut pas se mettre à multiplier les outils, sinon c'est là qu'on va atteindre le chaos. Effectivement, si on veut créer des issues dans GitLab et puis après faire la même chose dans Jira, ça a moins de sens, à moins que ce soit à un niveau différent. Admettons, on peut avoir les épiques, par exemple, dans Jira, donc voir les tâches à un plus haut niveau dans Jira, et puis ensuite les petites tâches de développement qui sont automatisées grâce aux merge requests, les user stories et les corrections des bugs, faire ça dans GitLab. Ça par contre, oui, ce serait possible, mais l'essentiel c'est de ne pas vraiment dupliquer les tâches dans les deux, sinon il y a forcément un des deux, on finira par ne plus le faire. Et du coup, il
y aura selon quelle personne regarde quel outil, ça peut créer des problèmes. J'ai beaucoup de commentaires là. Excusez-moi, je vais juste lire les commentaires pour pouvoir y répondre. Est-ce qu'on fait un dépôt par projet ou un dépôt par microservice? Alors ça, c'est une très très bonne question. Il y a deux écoles. Est-ce qu'on fait un dépôt unique pour mettre tous les microservices à l'intérieur? C'est-à-dire, comme c'est fait pour l'exemple de Spring ici, en fait, là, on a un dépôt microservices, sauf qu'en fait, tous les microservices, vous le voyez ici, c'est chaque microservice est un sous-dossier. Donc là, en fait, on a comme un monolithe, en fait, où on a tous les microservices dedans. C'est pas un monolithe parce que chaque microservice est indépendant, bien sûr, mais c'est un monolithe dans le sens Git, parce que tout est sur le même repo. C'est gênant sans être gênant, parce que comme bon, vous savez que Git il gère très bien les aspects différentiels, donc si on travaille sur un des microservices, on n'est pas censé rentrer en conflit avec ceux qui travaillent sur les autres microservices, donc ça ne devrait pas poser plus de soucis que ça. Par contre, on peut avoir des problèmes de taille d'espace disque, en fait, et du fait que quand on veut cloner un microservice sur lequel on veut travailler, on est obligé de cloner tout le repo, donc c'est un peu gênant aussi. Et encore une chose, ce qui se fait le plus souvent quand on veut obtenir un dépôt qui contient tout, mais qu'on a des microservices qu'on veut rendre indépendants, on peut aussi créer des sous-modules Git. Donc ça, c'est la fonction sous-module Git qui permet en fait de faire référence à un autre dépôt Git à l'intérieur d'un dépôt Git. Donc du coup, en fait, on a un dépôt Git principal dans lequel on fait référence à tous les sous-modules. Et du coup, chacun des sous-dossiers-là serait un dépôt Git dans lequel on a notre microservice. Ça, pour moi, c'est l'idéal en fait. Parce qu'on a un dépôt central où on peut tout voir. Et après, on peut travailler sur chaque microservice dans chaque dépôt dédié à ça. Je regarde encore les commentaires. Ouais, non, je reprécise, le trunk-based, si, on fait quand même des branches de features dans les trunk-based, sinon c'est trop dangereux. Si tout le monde se met à développer sur la même branche en même temps, en fait, on perd tout l'intérêt de Git et de l'aspect décentralisé. Donc, il ne faut surtout pas le faire. Ok. On va passer à la suite. Ah, bah voilà, bah, c'est exactement, je viens d'avoir, vous n'avez peut-être pas entendu, mais je viens de parler justement des sous-modules. Donc vous avez abordé la question, est-ce qu'on ne ferait pas des sous-modules? Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. On crée un sous-module par microservice et après on a un dépôt central qui peut faire référence à tous ces sous-modules. Donc le projet exemple, on l'a vu. Donc maintenant, on va dérouler le projet exemple. Donc en fait, dans le pipeline qui va permettre de faire l'automatisation, en fait, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie intégration continue et la partie déploiement continu. Je reviens encore dessus, mais c'est important parce que, en fait, quand on n'a pas encore l'habitude du DevOps, c'est souvent la première erreur qu'on fait, c'est qu'on mélange l'intégration continue et déploiement continu. En fait, on ne voit pas bien la frontière entre les deux. Mais je rappelle que la frontière, quand on fait l'intégration continue, c'est vraiment la partie où on crée l'artefact. Il n'y a rien qui est déployé, on ne touche pas au serveur. Il n'y a rien qui est visible, qui est exécuté, visible par les utilisateurs. C'est vraiment, on crée juste une archive de notre application pour qu'elle soit stockée quelque part et qu'on puisse y accéder plus tard. C'est tout. On crée une version en fait, de notre application qu'on dépose quelque part pour une utilisation future. Et la partie déploiement continu, là, c'est la partie où on va récupérer cette fameuse archive qu'on a créée avant, à l'endroit où on l'a stockée, et là, on va vraiment faire le déploiement pour l'envoyer sur des serveurs et qu'elle soit visible soit en développement, soit en pré-production, soit en production. Donc, c'est vraiment ces deux parties-là. Donc là, si on commence par la première partie, donc je rappelle, on va utiliser ce projet Spring Pet Clinic Microservices. Donc là, j'ai détaillé beaucoup parce que pour mention, en fait, pas mal des slides que j'ai mis là sont des parties. En fait, j'ai pris des petites parties de ce que je fais faire en formation officielle quand je donne cette formation qui dure 3 jours normalement sur le DevOps. Donc là, j'ai pris des petites parties et du coup, là, il y a une tâche à suivre avec des étapes, rendez-vous sur les boards, etc. Faites ci, faites ça. Ça, nous, on ne le fera pas, hein, puisque là, on est plutôt en mode où c'est moi qui parle uniquement et qui déroule le projet. Donc, pour la planification, ça, je vous ai montré comment on fait. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est les boards. Hop.
Voilà, ici en fait on voit, c'est intéressant, on peut créer les boards et c'est là qu'on atteint ce qu'on peut faire avec le management visuel sur un tableau avec des post-it. En fait là on est en développement et on voit qu'on a fixé sur le label User Story notre tableau. Donc ça veut dire que là c'est le tableau des développeurs en fait et ils voient tous les User Stories qui sont en cours, qui doivent développer ou qui sont en train de développer. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste, on sait qu'il y a une tâche qui est ouverte et qui n'est pas encore en train d'être faite. Et et une tâche qui est fermée parce que c'était la correction du bug que j'ai mentionné tout à l'heure et elle a été corrigée. Donc en dehors de ça, on a les colonnes to do pour dire qu'il faut la faire. D'ailleurs, elles sont inversées, c'est to do, c'est avant doing. Et après, on a in review pour dire qu'on a terminé de faire la tâche et il faut que les autres développeurs ou le management ou les personnes qui sont à même de pouvoir connaître, de pouvoir comprendre le code et le vérifier, puissent le faire. Et après, une fois que ça finit la tâche in review, on ferme l'issue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire évoluer comme ça. On peut faire évoluer l'issue directement comme ça sans avoir besoin d'appliquer les labels à la main. Vous voyez ici, les labels, ils évoluent en direct quand on le fait. Voilà. Donc ça, c'est le tableau pour le développeur. Mais il y a aussi le tableau pour plus le product owner, en fait, au sens agile, donc le gestionnaire de projet. Donc on a les EPIC uniquement qui sont affichés. Ici, on voit qu'on filtre sur le label EPIC. Et donc là, on a l'EPIC gestion des vétérinaires. On sait qu'elle est ouverte, mais c'est tout pour l'instant. Donc on peut vraiment gérer pas mal de choses comme ça. On a aussi la fonction du service desk. Bon, je ne fais pas une pub pour GitLab, donc je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités. Si vous voulez aller consulter, je vous invite à aller voir. C'était vraiment pour juste vous montrer les principes DevOps de gestion du projet. On va diminuer les tâches en plus petits blocs possible et on n'oublie surtout pas de faire évoluer les tâches, que ce soit qu'on utilise Jira, qu'on utilise GitLab, il ne faut pas oublier de faire vivre ce tableau de management visuel. C'est ça qui nous permet d'avoir de la visibilité sur ce qui est actuellement fait et c'est essentiel pour la bonne vie du projet. Donc là, j'ai un slide où j'explique justement ce workflow de planification, ce qu'il doit suivre. Donc le product owner, je vous rappelle qu'il travaille dans le tableau product backlog, ce que je viens de vous montrer en dernier, où on voit que les épiques. Ensuite, ces épiques vont faire apparaître plusieurs critères. Dans les épiques, en fait, il faut qu'elles soient le plus complètes possible. C'est comme la méthode agile, donc il faut qu'elles fassent apparaître des maquettes, si possible, des détails vraiment sur ce qu'il faut faire pour qu'une fois que le développeur lit l'épique, il sache exactement quoi faire. Sinon, ça sert à rien. Non, c'est plutôt l'épique, elle va plutôt montrer les maquettes, et après les user stories, qui vont être des sous-tâches de l'épique, elles, par contre, oui, elles vont donner tout ce qu'il faut pour que le développeur puisse être autonome et développer ce qui est demandé, sans avoir besoin d'éléments supplémentaires. Voilà. Une fois que le Spring Backlog il a été décomposé en user story, là, on peut commencer la planification du Spring Backlog, donc créer les milestones comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'était l'exemple que je vous ai montré des épiques, la user story qui est associée. Donc on respecte toujours la méthode agile en disant en tant qu'administrateur, je dois pouvoir faire telle chose pour tel produit, etc. C'est vraiment le fait de décrire la tâche en tant que telle personne, je veux faire telle chose sur tel produit. Et on tag bien en user story, du coup, notre issue. Donc ça, je ne vais pas y passer du temps, c'est ce que je vous ai montré déjà. Ensuite, on organise les boards, donc ça, je vous ai montré comment on fait. Et là, on va pouvoir aborder Docker. Donc Docker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gestion de conteneurs. C'est-à-dire qu'on va aller, au lieu d'avoir une application qui s'exécute comme ça sur un serveur, en fait, l'application va s'exécuter dans un environnement conteneurisé, particulier pour cette application. Donc là, une petite image anecdotique. Donc c'est tiré de XKCD, pour ceux qui connaissent. Donc dans l'histoire, en fait, il y a une personne qui arrive vers une autre personne qui travaille et lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Et il raconte, j'étais en train de créer une application qui voulait me montrer une caméra de vidéosurveillance et en même temps une page web à côté. Donc je voulais faire une application qui montre les deux l'un à côté de l'autre. Du coup, j'ai essayé de télécharger le SDK, j'ai essayé de travailler dessus, mais je n'ai pas réussi. Donc du coup, je me suis réalisé que c'était beaucoup plus facile de prendre deux smartphones et de les coller ensemble, avec une application de chaque côté. Et du coup, comme ça, on avait l'application que je voulais avec du coup,
chaque application qui tombe dans un téléphone dédié. Donc là, on retrouve en fait ces vidéos comiques en fait, pour refléter l'aspect conteneurisation. Et à la fin, la personne qui est arrivée finit par dire, donc en fait, tu as appris à attacher les choses ensemble que tu ne comprends pas. Donc c'est vraiment le principe de la conteneurisation derrière en fait. Le principe, c'est qu'on peut, grâce à la conteneurisation, ça peut être comme des boîtes noires, en fait, ce qu'il y a dans les conteneurs. On n'est pas obligé de savoir ce qu'il y a, mais on connaît l'API qui permet de discuter avec les autres parties. Voilà, tout ça, cette image pour dire ça, en fait, ça démontre qu'on n'a pas forcément besoin de, comme quand on fait une application qui tourne en direct sur un serveur, on n'est pas obligé de savoir ce qu'il y a dedans pour pouvoir la faire tourner en conteneur. Parce que le conteneur, il est standalone, il est autonome. Du coup, c'est assez pratique pour l'équipe opérationnelle. Pourquoi? Parce que l'équipe opérationnelle, dans ce contexte Docker, elle ne va pas récupérer un applicatif à l'installer sur un serveur avec tous les problèmes que ça va impliquer sur quel environnement il faut pour mon applicatif, est-ce qu'il y a des prérequis, est-ce que je dois installer JDK version temps, est-ce que je dois installer une base PostgreSQL, est-ce que je dois faire telle chose ou telle chose. En fait, grâce au conteneur Docker, on n'a plus besoin de faire ça parce que comme c'est tout intégré dans un conteneur virtualisé, dans une image en fait, directement, il suffit juste de partager cette image et l'opérationnel, il a besoin juste d'exécuter cette image quelque part et il n'a plus du tout à se préoccuper de la configuration et de l'environnement. Enfin, quelques détails près, mais ça simplifie énormément sur cet aspect. Donc, dans ce contexte-là, Docker il va permettre un déploiement plus efficace et adaptable parce qu'on a beaucoup de modularité grâce à cette gestion des conteneurs. Mais qu'est-ce qu'une machine virtuelle, qu'est-ce qu'un conteneur et pourquoi utiliser des conteneurs? Parce que, en fait, je vais quand même préciser la différence entre un conteneur et une machine virtuelle parce que ça ne va pas forcément être clair pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Je rappelle qu'une machine virtuelle, c'est constitué de cette façon-là. Donc, on a un matériel physique, on a un système d'exploitation hôte qui va faire tourner le système d'exploitation, tout simplement. Et au-dessus de ça, en fait, on a un logiciel hyperviseur qui, lui, va faire tourner des systèmes d'exploitation invités sur la machine. Donc, en fait, on aura des OS dans l'OS. Ce sera des OS imbriqués. C'est vraiment complètement l'OS qui sera intégré. Et l'hyperviseur, lui, il fournit une couche, en fait, qui permet d'abstraire la partie matérielle. Et du coup, les OS invités, ils verront le matériel de l'autre presque comme si c'était le leur, avec quelques différences près. Donc ça, c'était très pratique au début de la virtualisation, qu'on découvrait ces phénomènes, ces principes-là. C'était très pratique parce que ça nous a permis de répondre aux besoins de ressources temporaires. Par exemple, je sais que je suis un magasin qui vend des produits, qui vend des cadeaux pour enfants. Je sais qu'à Noël, il y aura plus de ventes que dans le reste de l'année. Donc, il me faudra des ressources supplémentaires à Noël. Et donc, les machines virtuelles, ça a permis de répondre à ça. Au lieu d'acheter des serveurs, après de les revendre une fois que la période de Noël est finie parce qu'on avait besoin de plus de ressources, là, on crée des machines virtuelles à la volée aux besoins. Donc, ça a vraiment été conçu au début, créé pour ça. Par contre, c'est un système de virtualisation qu'on appelle lourd. Pourquoi lourd? Parce que on a des OS dans l'OS, c'est carrément l'OS entier qui est imbriqué. Donc l'inconvénient, c'est les performances, du coup, parce que en fait, pour chaque machine virtuelle, on va réserver des performances fixes, du coup, enfin fixes, au moins le temps que la machine est lancée. Et ça met du temps à démarrer puisqu'il faut carrément qu'on démarre un OS complet. Donc c'est l'inconvénient, c'est le temps de démarrage et les ressources qui vont être moins flexibles qu'avec un conteneur. Oui, effectivement, il y a hyperviseur type 2, type 1. Oui, alors dans ma formation complète, je le présente la différence entre hyperviseur type 1 et 2. Là, on n'a pas le temps. Mais oui, tout à fait. C'est sûr que le type 1 est plus utilisé actuellement. Donc les avantages, par contre, des machines virtuelles, c'est que la machine virtuelle, elle va être totalement isolée du système hôte. En fait. Donc, on peut mettre ce qu'on veut sur l'OS qui est imbriqué dans notre OS sans s'en préoccuper. On sait que c'est cloisonné. On sait que typiquement, même s'il y a un problème, même si la machine virtuelle elle est compromise, ça ne va pas compromettre le système hôte. Bon, à moins qu'il y ait des problèmes sur les ressources hardware, mais ça c'est autre chose. Donc du coup, on va plutôt du coup containeriser comme ça dans machine virtuelle et ça va nous permettre d'attribuer des ressources. Et du coup, ça, c'est un peu le penchant. J'avais dit que l'inconvénient, c'était qu'on attribuait des ressources fixes, mais du coup, le penchant en avantage, c'est que du coup, les ressources, elles sont vraiment attribuées, réservées, et la machine virtuelle, elle y aura toujours accès.
Il n'y aura pas un autre outil qui va lui dire non, je te reprends un peu de RAM parce que je vais donner à une autre machine. C'est pas possible. Donc, on va plutôt vraiment attribuer et réserver les ressources. Et on peut installer n'importe quel OS dans n'importe quel OS. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage aussi. On a Windows, on peut très bien installer une machine virtuelle Linux dessus ou inversement. Ça pose aucun souci. C'est même fait pour ça. Donc, il arrive souvent que l'application qu'on fait tourner dans une VM ne consomme pas toutes les ressources qui lui sont allouées. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que c'est un inconvénient des fois, parce qu'on réserve un tel volume de ressources parce qu'on se dit que l'applicatif qui est dedans va utiliser une certaine partie de la ressource, mais on en met toujours un petit peu plus au cas où. Mais du coup, au final, quand on a beaucoup de VM comme ça sur une machine, ben, il y a beaucoup de ressources gaspillées au final. Donc, le penchant des machines virtuelles, en mode plutôt virtualisation légère, ça va être les conteneurs. Donc, les conteneurs, à la différence des machines virtuelles, on ne va pas avoir d'OS invité dans l'OS hôte. On ne va pas imbriquer d'OS, on va juste avoir un logiciel de conteneurisation qui va nous permettre d'abstraire la partie espace utilisateur. Et dans cet espace utilisateur réservé, là, on aura notre application qui va tourner avec ses propres binaires, ses librairies, etc. Donc là, en fait, on abstrait complètement le noyau qui va être utilisé. Le noyau de l'OS, ça va être le même. En fait, ce qui va tourner dans les conteneurs utilisera le noyau de l'OS hôte. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence et ce qui fait qu'en termes de performance, déjà, le conteneur, il est plus efficace parce que du coup, on n'a pas de surcouche. Et le lancement d'un conteneur aussi, il est presque instantané parce que une fois comme tout est instancié, il y a juste à créer un espace utilisateur pour faire tourner l'application dedans. Donc c'est quasi instantané. Voilà. Bon, par contre, il y a aussi des inconvénients. Un inconvénient, c'est qu'au niveau sécurité, c'est un peu différent puisque du coup, on n'a pas le vrai cloisonnement comme avec les machines virtuelles. Donc si on ne prend pas certaines précautions, on peut avoir des risques de sécurité. Par contre, si on prend les bonnes précautions, on peut s'assurer de beaucoup de choses. Pour exemple, OpenVZ ou LXC, ce sont des technologies de conteneurisation et qui existaient bien avant Docker. Docker a utilisé d'ailleurs au début LXC. C'est vraiment LXC et OpenVZ, c'est les historiques dans la conteneurisation, ça existait bien avant qu'on parle de DevOps, hein, c'est assez ancien. Docker, il a juste simplifié l'utilisation des conteneurs grâce à la surcouche qu'ils ont instaurée et qui est bien pratique. Donc justement, ça fait la transition sur Docker. Pourquoi Docker et l'historique. Donc Docker, il a été créé par DotCloud, une société de plateforme as a service, pour être utilisé au début en interne, en fait. Mais ils se sont rendus compte que ça pouvait bénéficier à pas mal d'autres personnes. Donc ils ont livré ce produit en open source à partir de 2013. Donc pour ça, ils ont créé une société Docker Inc. Et donc c'est Docker Inc. qui déploie Docker maintenant, qui gère, qui publie Docker tout simplement. Donc la vision de Docker, c'est qu'on a un seul processus par conteneur. Alors ça, c'est très important et c'est une grosse différence par rapport à LXC. LXC, en fait, on fait une virtualisation légère en conteneur, mais on peut faire tourner presque un OS complet dans notre conteneur parce qu'on peut avoir plein de services en fait, à l'intérieur. Le problème de ça, c'est que du coup, ça nous abstrait un peu trop certaines choses et ça nous surtout complexifie la gestion des différents conteneurs. C'est pour ça que Docker a porté la vision où on a un seul conteneur, un seul processus par conteneur. Par exemple, si on a, je prends l'exemple d'un WordPress pour un site web, on va avoir les fichiers statiques web qui vont être servis et de l'autre côté la base de données. Donc la philosophie de Docker, c'est on ne va pas faire un conteneur qui fait tourner la base de données et le serveur Apache pour les fichiers statiques, par exemple. On va plutôt avoir un conteneur Apache et un conteneur base de données. Et les deux vont communiquer entre eux. C'est vraiment ça le principe. Donc ça simplifie beaucoup le développement, le déploiement, etc. Donc, comme je l'avais dit, Docker il a commencé avec une surcouche à LXC en apportant ce qui était nécessaire pour que les conteneurs soient plus flexibles et plus portables. Et notamment deux notions très importantes, le stateless et le stateful. Donc, justement, par rapport aux bases de données, il y a une question là-dessus, ça a une bonne transition. Le stateless et stateful, en fait, un conteneur stateful, c'est un conteneur qui a besoin de conserver son état entre les différents lancements. Donc, un conteneur stateful, typiquement une base de données, c'est stateful parce qu'en fait, on n'a pas envie de perdre les données qu'il y a dans la base de données à chaque fois qu'on relance son conteneur, ça perdrait tout son intérêt. Par contre, le conteneur qui stocke qui publie des fichiers statiques web comme les fichiers d'un WordPress,
Ça, c'est stateless parce que les fichiers ils sont dans le conteneur et ils ne bougent pas. On peut éteindre, redémarrer le conteneur. Il n'y a rien qui a évolué en fait, entre deux lancements, donc il peut être stateless. Bon, à quelques différences près. Hein. Dans WordPress, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les fichiers ils peuvent changer. Mais on prend un exemple vraiment d'un site statique qui ne bouge pas. Du coup, une image, elle fournit des fichiers et c'est stateless parce qu'on peut le redémarrer autant de fois qu'on veut, le détruire, recréer un conteneur à partir de l'image, ça ne changera rien. Donc c'est pour ça la définition, c'est qu'un conteneur stateless, il retourne toujours la même sortie à une entrée donnée. Donc quand on le lance, il va toujours avoir la même chose. L'immutabilité, c'est aussi une notion importante que Docker a apportée. Donc un conteneur ne doit pas stocker de données destinées à être pérennes. Même un conteneur stateful, la même base de données, elle ne va pas devoir stocker des données pérennes. Elle va utiliser quoi? Elle va utiliser un volume persistant, qui c'est prévu par Docker aussi. C'est comme un conteneur, mais dédié à stocker des données et abstrait par Docker. Donc en fait, notre conteneur stateful de base de données, il va être lié à un volume persistant. Et du coup, on pourra ce conteneur de base de données en question, on pourra éventuellement le détruire et le recréer, mais il faudra toujours l'attacher à ce volume qui est persistant pour pouvoir conserver nos données. Donc il n'y a aucun problème à faire tourner des bases de données avec Docker, ça se fait beaucoup. Après, tout dépend bien sûr du volume de la base de données, des performances attendues. Si on a un besoin d'être au niveau de l'IO, d'être très très efficace, on va peut-être un peu moins privilégier les conteneurs. Donc après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais en soi, il n'y a aucun problème pour faire tourner une base de données dans Docker. Il y a 3 versions de Docker, Community, Desktop et Entreprise. Donc la plus souvent utilisée, c'est la Community Edition, parce que le plus souvent, Docker on le fait tourner sur Linux, sur des serveurs. Mais il tourne aussi très bien sur Mac, Windows et surtout depuis la dernière version avec WSL2, si vous avez entendu parler de cette gestion d'un noyau Linux dans Windows depuis WSL2, on peut avoir un Docker desktop qui utilise ça et du coup qui nous permet d'avoir un Docker assez efficace, beaucoup mieux qu'avant dans Windows. Parce que jusqu'à maintenant, Docker desktop sous Windows utilisait une machine virtuelle Linux pour faire tourner Docker à l'intérieur de la machine virtuelle. Parce que le problème, c'est que Docker en natif ne tourne pas sous un noyau Windows, donc il faut obligatoirement un noyau Linux. Et grâce à WSL2, comme le noyau Linux est intégré dans Windows, on peut très bien faire tourner un Docker desktop de façon assez efficace sur Windows. Pour installer Docker, donc ça j'y passe rapidement, on ne va pas l'installer là en live, mais là on installe Docker, donc il y a les prérequis, c'est sur les slides en PDF, vous aurez tout, vous pourrez suivre pour faire ça de votre côté, il n'y a aucun souci. Le registry Docker, c'est la partie importante. En fait, Docker n'aurait aucun intérêt si on n'avait pas de registry. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui permet de stocker les images et de les partager. Surtout. Donc, si on ne peut pas partager une image, ça ne sert à rien de pouvoir la créer. Donc, un registry, c'est un magasin d'images, tout simplement. Donc, le plus connu, c'est Docker Hub. Pourquoi? Parce que c'est le registry officiel et standard de Docker. Vous pouvez aller voir sur .docker.com, il y en a énormément. Et pour tout. Là, vous avez des ressources pour aller voir les commandes principales de Docker, les bonnes pratiques pour le Dockerfile, le futur de Docker sur Windows. Je passe très vite parce que je vois que le temps il passe très vite aussi. Là, je vais vous montrer juste rapidement du coup des commandes qu'on peut lancer en Docker et qui permettent vraiment de lancer des conteneurs de façon très très efficace. Là, je me connecte en SSH sur un serveur à moi. En mettant le bon nom, ça marchera mieux. Voilà. Hop. Là, je vais sur un site web d'un client que je déploie, que je peux présenter. Donc, en fait, là, moi, j'ai un fichier Docker Compose. Un Docker Compose, c'est un fichier qui permet de déclarer différents conteneurs dans un seul fichier, en fait. Et du coup, quand on exécute un Docker Compose, on va en même temps lancer tous les conteneurs nécessaires à notre application. Donc là, j'en ai qu'un seul de conteneur, hein, parce que là, c'est une application standalone avec des fichiers statiques, il n'y a pas de base de données. Hop. Et du coup, quand on veut exécuter ça, est-ce que je peux zoomer sur le terminal? Oui, je vais essayer de zoomer sur le terminal. Hop. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Donc, les commandes, admettons que je veux stopper ce conteneur. Donc là, je fais hop. Alors, je vais utiliser une commande Docker Compose plutôt. Donc, je vais faire Docker Compose stop. Hop, et là, ça stoppe mon site. Donc, je vais vous montrer le site qui est associé à ce conteneur-là.
c'est lui. Voilà. Donc là, si j'essaie d'actualiser, ça ne marche plus parce que j'ai stocké mon conteneur. Oui, mais la clé, c'est pas grave, c'est une temporaire, ne vous inquiétez pas, de toute façon, elle ne change pas. Effectivement, il y avait la clé SandGreen, mais c'est pas grave. Donc là, on relance le Docker Start. Et là, en fait, on peut voir que notre site, il est revenu. Le temps qu'il se republie, mais voilà. Donc là, c'est vraiment instantané. On lance, on arrête un conteneur, c'est instantané. On peut suivre même l'évolution de notre conteneur en faisant un PS. On peut voir depuis combien de temps il est lancé, les ports qui sont redirigés, parce qu'il y a toute une couche d'abstraction de Docker qui nous permet de rediriger les ports entre eux. Donc c'est vraiment pratique pour gérer une foule de conteneurs sur un serveur. On peut les envoyer sur les ports qu'on veut. Ah, voilà, c'est vraiment très très vaste. Hop. Je passe vite parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Docker System Prune qui permet de nettoyer, d'enlever les conteneurs qui ne sont pas utilisés. Et voilà, je voulais aborder Ansible. Ansible, c'est important parce que c'est lui en fait qui nous permet de faire de l'infrastructure as code. Alors qu'est-ce que l'infrastructure as code? C'est le fait de définir la structure, la configuration des serveurs grâce à du code source. En fait, on a un dépôt GitLab qui va définir les différentes configurations sur les serveurs, la façon de déployer les applications, etc. Beaucoup de choses. Et tout ça sera dans un dépôt GitLab, du coup, il pourra être versionné. Donc, on pourra voir les évolutions. Quand la configuration changera, on pourra revenir en arrière, etc. On aura tous les avantages de la gestion Git pour gérer notre infrastructure et la configuration des serveurs. Ça, c'est primordial. Donc, ça a été créé par Red Hat au début. Enfin, ça a été toujours. Et du coup, non, ça a été créé par une personne, Michael Dehan, et ça a été racheté par Red Hat en 2015. Donc depuis 2015, ça appartient à Red Hat et à IBM depuis que Red Hat a été racheté en 2018 par IBM. Donc là, en fait, je voulais vous montrer comment on déploie un MediaWiki grâce à Ansible. Là, on n'a pas le temps de voir toutes les choses en détail. Il faut savoir que moi, j'ai 3 machines virtuelles ici. Donc ça, c'est une machine qui héberge mon orchestrateur de CI, il y a un Jenkins dessus. Ça, c'est le serveur Apache, et ça, c'est le serveur MySQL. Je vais juste quitter le serveur là, on va lancer ça. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était la partie code Ansible. Donc là, j'ai dit c'est de l'infrastructure as code, c'est-à-dire que là, je suis sur un dépôt Git, c'est du code source. Sauf que c'est Ansible. Donc en fait, Ansible, je vous passe l'architecture d'Ansible. Hein, si vous voulez des détails sur l'implémentation d'architecture Ansible, il faudra ce système et formation qui dure 3 jours. Ici, en fait, là, on a créé 3 rôles Ansible. Donc, un rôle MediaWiki pour installer le MediaWiki en question, un rôle Apache pour installer le serveur Apache et ce qui est nécessaire, et un rôle pour installer le serveur MySQL et la configuration MySQL. Donc, si on déroule, je ne sais pas, je vais dérouler Apache par exemple. Voilà. Ici, on voit qu'il y a 3 tâches, il n'est pas bien complexe. On va installer Apache. Donc là, Yum, c'est le gestionnaire de paquets sur CentOS, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ou Red Hat. Donc, on va installer HTTPD, qui est le paquet qui permet d'avoir un serveur web. Ensuite, on va aller activer le service et lui dire qu'il va être activé automatiquement au boot de la machine. Et ensuite, on va aller installer les packages PHP 7 dont on a besoin. Donc ça, c'est juste l'installation d'Apache. Le rôle, il est dédié à ça. Ensuite, il y a PHP 7, où on active les repos nécessaires et on installe les packages PHP 7.0 dont on a besoin, donc la connexion MySQL avec PHP, etc. Je prends après le rôle configuration de la base de données. Donc là, de la même façon qu'on avait installé Apache, là, on va installer le MariaDB, donc le serveur de type MySQL, mais en open source. Et après, on va lancer le service. Après, on a la configuration en dernier de MediaWiki. Donc, la configuration Apache. Donc, la configuration Apache, comment ça va se passer? On va aller récupérer l'archive de MediaWiki sur le serveur de MediaWiki et la décompresser et l'installer dans le serveur. Donc, vous voyez vraiment, tout est défini par du code en fait. Donc, le but, c'est pas d'entrer dans le détail de chaque commande, c'est vraiment que vous voyez ce que fait ce qu'on peut faire avec de l'infrastructure as code.
on peut vraiment tout définir. On peut définir qu'on va chercher l'archive de MediaWiki sur le site de MediaWiki, qu'on la décompresse, qu'on installe tel ou tel paquet, qu'on configure de telle ou telle façon. Et Ansible aussi nous permet d'avoir même des fichiers cryptés. C'est assez pratique quand on a des mots de passe de base de données ou des choses comme ça à mettre dans la configuration Ascode. On peut utiliser ce qu'on appelle Ansible Vault et du coup avoir nos données qui sont comme ça versionnées mais en mode chiffré. Alors, il faut que je retrouve une version chiffrée. Ah voilà, on l'a ici. Là, vous voyez, il y a deux variables, MediaWiki Password et MediaAdmin Password, qui sont en fait chiffrés avec Ansible Vault, donc vous ne les pas en clair. C'est chiffré avec Ansible Vault. Il y a des commandes Ansible Vault qui nous permettent de les déchiffrer, de les lire, d'en créer des nouvelles, etc. Donc ça nous permet comme ça d'aller mettre ça sur GitLab, sur où on veut, sans avoir de risque que nos secrets soient dévoilés. La différence, on me demande la différence entre Ansible et Docker Compose. Alors, c'est vraiment deux choses différentes. En fait, Docker Compose, ça définit des conteneurs. Donc, des conteneurs, à la fin, on aura des images Docker qui seront exécutées sur notre serveur dans des conteneurs. Ansible, lui, il peut aussi déployer des conteneurs s'il veut, mais c'est à un plus haut niveau. En fait, il fait la configuration des serveurs eux-mêmes, en fait. Et c'est lui qui dira, par exemple, Ansible, il peut déclarer une tâche Docker où il va aller récupérer une image Docker quelque part et la déployer sur tel serveur. Donc, c'est vraiment un niveau différent, en fait. C'est un niveau au-dessus. Docker Compose, lui, il définit ce qu'il va y avoir dans notre image et les paramètres pour lancer notre image. Ansible, lui, il va définir où on va l'envoyer, sur quel serveur, et exécuter vraiment le fait de lancer les conteneurs. Si on passe par des conteneurs, on peut très bien utiliser, comme c'est fait ici, toute la partie Ansible que je vous montre, là, on n'utilise pas Docker dans cette partie. Donc, c'est vraiment fait automatiquement par Ansible et c'est sur les serveurs en direct après. Voilà, donc là, on vérifie l'installation d'Ansible. Donc là, vous avez, c'est intéressant aussi dans les slides PDF que vous aurez. Bon, vous n'avez pas les images OVA qui permettent d'avoir les systèmes déjà prêts sous mode de machine virtuelle, mais vous pouvez suivre le reste des slides en fait en ayant des machines virtuelles qui sont approchantes. Moi, j'utilise un environnement virtuel Python dans lequel j'installe Ansible, etc. Donc, je me dis bien à quoi il faut faire attention quand on veut le mettre en place, etc. etc. Je parle des connexions SSH entre les nœuds, parce que du coup, Ansible utilise la connexion SSH pour effectuer les actions et les commandes sur les différents nœuds. Voilà, ensuite, j'explique des commandes pour voir la documentation, on installe Python, etc. etc. Alors, j'ai une question. Si on conteneurise 100% des services, Ansible ne sert qu'à déployer des conteneurs. Ah, on aborde aussi le thème de Terraform. C'est intéressant, je vais en parler. Alors, Terraform, Vagrant et autres, Volt, c'est des outils développés par HashiCorp, qui est une entreprise très, très investie dans le DevOps. En fait, HashiCorp, ils font beaucoup de bons outils pour le DevOps. HashiCorp Vault, c'est en fait un serveur qui permet de stocker des secrets qui après pourront être partagés et utilisés par la CI, par exemple, pour les déploiements, pour l'intégration continue. HashiCorp Terraform, c'est très similaire à Ansible. En fait, ça décrit la structure de notre infrastructure. Et HashiCorp, c'était quoi le dernier Vagrant. HashiCorp Vagrant, qui lui permet de provisionner de façon automatisée des machines virtuelles. Ça, je le montre juste pour information, j'en ai un pas loin. Par là. Voilà, là j'ai un fichier Vagrant ici. C'est comme ça que j'ai fait pour créer mes machines virtuelles. En fait, j'ai utilisé Vagrant. Donc là, on a un fichier comme ça, donc c'est un fichier de ce type-là, de description, dans lequel on a des variables et on définit les IP de notre machine virtuelle, on définit quelle image on utilise, etc. Donc, il ne faut pas faire le mélange entre un Vagrant file qui définit une machine virtuelle et un Docker Compose qui définit un conteneur. C'est machine virtuelle et conteneur, je rappelle, ce n'est pas la même chose. Mais la façon de l'utiliser, de le définir en infrastructure as code, par contre, est la même chose. Du coup, on me demande pourquoi, si Ansible ne servirait qu'à déployer des conteneurs si on utilise 100% que des conteneurs pour nos services. Alors, je n'ai pas précisé, je n'ai pas préconisé d'utiliser que des conteneurs tout le temps. Hein. C'est une bonne pratique parce que c'est très facile à partager, à
à diffuser, à déployer, etc. Mais il y a beaucoup de cas où ce n'est pas forcément idéal. Je prends l'exemple, ça existe encore des applications lourdes qui utilisent des bases de données très complexes de type Oracle. Une base de données Oracle, il est inimaginable d'aller containeriser une base de données Oracle, par exemple. Donc, il y a des cas comme ça, des bases de données où on veut des I/O très rapides, des choses comme ça, où on va vraiment privilégier de les mettre sur des machines dédiées. Enfin, il y a beaucoup de cas déjà où on n'utilisera pas les conteneurs. Et même si on utilise un conteneur, on peut très bien utiliser Ansible pour déployer les conteneurs. Et la différence entre Ansible et Terraform, elle est de plus en plus ténue. Parce que, en fait, comme c'est deux produits qui sont très bons et très, très utilisés, en fait, il y a une communauté grosse en Ansible et une communauté aussi grosse en Terraform. En fait, chaque produit a essayé de prendre un peu les parts de l'autre. Donc, Ansible commence un peu à faire ce que fait Terraform, parce qu'à la base, Terraform, il est dans l'esprit, il a plus été conçu pour provisionner les machines, c'est-à-dire pour instancier en fait les serveurs, pour les créer tout simplement, que ce soit dans le cloud ou en réel, il était plus fait pour créer des serveurs, alors que, et la configuration aussi bien sûr des serveurs, alors qu'Ansible, lui, a plus été créé pour déployer des choses, c'est-à-dire pour aller chercher une archive quelque part, aller en SSH sur tel serveur pour l'écrire, faire des choses comme ça en fait, et aussi un peu de configuration. Et la partie configuration, elle est vraiment similaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose que Ansible et Terraform font très bien. Et petit à petit, chacun essaie de prendre un peu des parts de l'autre. Ansible essaie de faire un peu de provisioning de machines pour créer les machines. Terraform essaye un peu de faire aussi bien le déploiement que fait Ansible. Donc voilà, la frontière elle est ténue. Moi, je préfère utiliser les deux en fait et utiliser chacun pour là où il est le meilleur. Donc, ça m'arrive très régulièrement d'utiliser Terraform pour provisionner la machine, pour créer par exemple sur GCP dans le cloud, créer une instance pour faire tourner mon application, et après utiliser Ansible pour déployer mon application dessus, par exemple. Donc les deux sont complémentaires, il n'y a pas l'un ou l'autre. Voilà, moi j'ai fini ce que je voulais présenter pour les outils. J'ai plein de choses à dire en plus, mais on est un peu court en temps. Je voulais juste vous passer les deux derniers slides sur Ansible. Donc là, je parle de créer des utilisateurs sur les nœuds pour qu'ils puissent utiliser Ansible et la partie d'utilisation des clés SSH. Il faut bien faire attention à certaines choses. Et voilà, si vous avez des questions, je vous laisse me les poser. Vous avez encore des questions parce que j'en ai déjà répondu à pas mal pendant la présentation, mais si vous en reste des dernières, n'hésitez pas. Il y a aussi sur le dernier slide, hop, voilà. Il y a aussi mes coordonnées ici, si vous voulez. De toute façon, vous aurez les slides en PDF, donc vous aurez aussi les coordonnées. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Même si je suis assez pris, j'arrive à prendre le temps très régulièrement de répondre aux questions comme ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des doutes ou des questions plus avancées. Voilà. Je vous rappelle encore que comme je propose aussi ces formations sur plusieurs journées, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, il ne faut pas hésiter à me demander les formations aussi. Alors, Terraform permet-il d'être vraiment cloud provider agnostique? Penses-tu que ce soit quelque chose d'indispensable aujourd'hui? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de bonnes questions aujourd'hui. Effectivement, cloud provider agnostique, ça veut dire, du coup, pour ceux qui ne sont pas sensibles à ça, ça veut dire pouvoir déployer sur tous les clouds sans distinction. C'est la clé 5M que vous avez vue, vous avez une copie. Il y a une clé qui s'est copiée dans le chat. Du coup, oui, cloud provider agnostique, je répète, ça veut dire être indifférent du cloud provider et pouvoir se déployer sur n'importe quel cloud indépendamment avec le même code source. Alors, Terraform, il permet de faire ça moyennement, c'est-à-dire que il y aura quand même des choses, si on utilise AWS, qu'on veut passer sur GCP, il y aura quand même pas mal de choses à corriger, enfin à changer, à adapter. On peut quand même être assez proche d'un code unique, mais il y aura toujours des choses à faire. Pour l'instant, ce n'est pas possible d'aller de l'un à l'autre sans aucune modification. C'est sûr que Terraform simplifie ça, mais c'est tout.